Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous livrer ma pensée sur, ma vision en quelque sorte, de la question du logement à Saint-Barthélemy et de la façon, et les éventuelles solutions que je vois pour régler cette problématique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, il n'y a pas toujours eu cette problématique. C'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, il était encore facile de se loger. Dans les journaux, on pouvait voir des annonces. C'était quelque chose, voilà. Il y avait quand même une certaine facilité à se loger. C'était pas une problématique qui était aussi exacerbée que maintenant. Il y a eu Irma, donc qui a aussi cassé beaucoup de logements. Donc voilà, ça a mis beaucoup de maisons ou d'appartements hors service. Saint-Barthélemy, on a une économie qui est dynamique, donc les gens, il y a du travail, donc les gens veulent s'y installer. Et il y a aussi les gens qui y habitent. Il y a des gens qui veulent venir de l'extérieur parce qu'il y a du travail, il y a des gens qui sont sur place, qui cherchent aussi à se loger. Donc concrètement, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'offre étant inférieure à la demande, ça crée fatalement une augmentation des prix. Il y a la question de l'hôtellerie aussi qui exerce une pression. Enfin voilà, il y a différents facteurs qui exercent une pression sur le logement et qui font que les prix augmentent. Concrètement, les familles, les gens qui sont installés ici, qui ne possèdent pas de logement, sont mis en difficulté, puisque se projeter, euh, pouvoir avoir des projections pour sa famille, etc., ça passe par être dans un environnement stable, où on est installé, où on sait que voilà, le mois prochain, on ne sera pas obligé de déménager, ou le mois d'après, ça crée de l'instabilité. Donc en quelque sorte, ça crée une sorte de... On peut dire qu'il y a une fracture entre ceux qui possèdent un logement, ceux qui n'en ont pas. Selon moi, c'est une fracture sociale, on va dire. C'est une sorte de violence euh, pour une partie des habitants. Donc, à mon sens, il est important de répondre à ça par des mesures, essayer de trouver des choses, un certain nombre de mesures en quelque sorte qui pourront permettre d'endiguer cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on pense l'habitat sur, je sais pas, une trentaine d'années, sur 40 ans, pour les générations futures en quelque sorte, voilà, on se dit, les gens voudront venir habiter ici, il y a les gens ici, ils font des enfants, il y a une démographie, donc il faut s'organiser. L'île, elle est petite, hein, donc à mon sens, il faut penser les petites habitations. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les terrains qui sont destinés aux habitants et les terrains qui sont destinés, par exemple, à l'activité économique, au tourisme, etc. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Je pense que l'ère où il y a des grands terrains qui servent pour faire des villas de grande taille, je pense, à mon sens, cette ère-là est révolue. Il faut, je pense, passer dans une autre dimension. Donc, il faut réfléchir. Cette architecture globale, je pense que la collectivité a son rôle à jouer. Pour moi, une bonne politique, c'est une politique qui cherche un équilibre entre ce qu'on va demander au public, enfin ce que le public va pouvoir mettre en œuvre, et ce qu'on va demander au privé. Alors je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Premièrement, la collectivité a des moyens. Par exemple, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui ont du terrain, mais qui n'ont plus de droit à bâtir. Donc on peut imaginer une procédure en disant, il vous reste du terrain, vous n'avez plus de droit, on vous offre une possibilité de faire un logement, je ne sais pas, de 80, 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés, donc dans une procédure accélérée. En échange de cette procédure, de ce droit supplémentaire, les personnes s'engagent par exemple pendant 10 ans à louer à l'année ce logement. Donc voilà, l'échange il est là, c'est-à-dire on donne un droit à ceux qui ont encore du terrain mais qui n'ont plus de droit à bâtir
On leur dit, vous pouvez faire une construction, mais l'engagement, c'est que pendant 10 ans, ce terrain devra être loué à l'année pour la population locale. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qui peut être fait aussi? La collectivité peut créer une structure parallèle à côté. On pourrait appeler ça Saint-Barth Habitat, par exemple. Cette structure n'aurait pas pour but de générer du bénéfice, mais ce serait plutôt un service public de l'habitat qui aurait pour boussole l'intérêt général. Cette structure, on peut imaginer la capitaliser, et l'objectif serait qu'elle puisse acquérir des terrains, mettant qu'il y a un terrain de 10 000 m² qui puisse être acheté par cette structure. Donc elle achète ce terrain, elle le divise en parcelles, je ne sais pas, de 250 m², 300 m², et l'objectif étant de réaliser des petites habitations en morcelant cette parcelle, des petites maisons des maisons de 100 m², et voilà, si on imagine ces 10 000 m², on peut en faire un certain nombre. Et donc, à terme, l'idée, c'est, si on va voir un constructeur, on lui dit, écoutez, on veut construire X maisons sur ce terrain, mettons 15 ou, je sais pas, une quinzaine de maisons. L'idée, c'est un peu une sorte de résidence pavillonnaire. Voilà, c'est des petites habitations pensées pour l'intérêt de la population. Donc, si on va voir ce constructeur, je pense que si on fait construire 15 maisons, en échange, on peut avoir une réduction du coût à la maison, ce qui, in fine, par exemple sur dossier, les gens qui sont en demande d'un logement ici, sur dossier, on peut leur vendre cette petite parcelle avec l'habitation, on va dire quasiment au prix de revient, c'est-à-dire sans faire de bénéfice ni rien. C'est vraiment un service qu'on rend à la population. Parce que je pense que c'est important que les gens puissent se projeter. Et puis, il y a aussi les talents, c'est-à-dire que conserver les talents sur une île, s'ils n'ont pas moyen de se projeter, les talents, ils ne vont pas rester, et malheureusement, ils vont partir, et c'est au détriment de Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que dans tous les domaines, si les talents ne se fixent pas ici et qu'ils sont amenés à partir, c'est une perte sèche pour l'île. Donc, voilà, j'imagine un peu ces deux mesures qui pourraient être mises en œuvre. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Concernant la structure que je propose de mettre en place, à mon sens, il y a un préalable, c'est d'étendre le droit de préemption, qui soit partout, qui concerne tous les terrains. Justement, quand les terrains seront quand cette structure saura que tel ou tel terrain est mis à la vente, elle pourra ou non se positionner. Voilà, je pense qu'on a quand même à Saint-Barthélemy beaucoup de logements qui sont destinés au tourisme, beaucoup de villas, etc. Donc, dans l'idée de cet équilibre entre les logements pour le tourisme et les logements pour les locaux, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, il faut qu'il y ait une partie des terrains qui soit orientée vers l'habitat, des habitants de l'île. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut poser la question aussi de la hauteur, c'est-à-dire à Gustavia, on peut faire 1 ou 2 étages, je crois, de mémoire. On peut imaginer que ailleurs sur l'île, la question se pose aussi. On peut poser cette question, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de faire un nombre d'étages indéterminé, mais peut-être 1 étage, 2 étages en certains endroits, certains quartiers de l'île, là où c'est pas gênant, là où ça empiète pas sur la vue des uns et des autres. Je pense qu'il y a, s'il y a un échange avec la population, s'il y a une réflexion collective, on peut envisager que ça se fasse. Puisque globalement, une ville, mettons Paris, si on avait construit Paris en disant maximum 1 étage, on aurait étalé, le risque c'est d'étaler, on aurait étalé Paris sur des centaines de kilomètres carrés. Donc à un moment, il faut aussi prendre en compte la petitesse de l'île, se dire monter un petit peu, ça me semble être quelque chose de raisonnable, mais en gardant une certaine raison. 1 ou 2 étages, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore?
Euh, alors, donc je disais, la collectivité, le côté public peut agir en, voilà, en offrant des droits à bâtir dans certains cas de figure supplémentaires, créer ou en plus créer cette structure voilà, qui va un peu donner une architecture au logement avec dans chaque quartier, on va dire des petits, si on arrive si cette structure peut acquérir des terrains, voilà, des petites zones pavillonnaires, ça va donner de la stabilité, ça va donner des perspectives aux chefs d'entreprise aussi, parce que économiquement, pouvoir loger son personnel, pouvoir avoir des perspectives économiquement, c'est intéressant pour tout le monde aussi. Quand on voit que la question du loyer, les loyers chers, in fine, se retrouve dans à peu près tout ce qu'on consomme. Donc la part, je sais pas, d'un restaurant, la part de tous les loyers, entre le bâtiment, entre les loyers des employés, c'est une telle somme que ça prend le pas, selon moi, sur tout le reste. Ça va manger la qualité, ça va manger tout, puisque ça finit par être quelque chose de tellement prenant qu'il faut, à mon sens, réduire cette pression, voilà, par des mesures. Essayer de trouver des preuves d'ingénierie et trouver des mesures. La deuxième question, c'est ce qu'on peut demander au privé. Alors, il y a la question des logements saisonniers. Je pense, moi, qu'on peut considérer ceux qui possèdent un logement saisonnier. Le premier logement saisonnier, on garde, on garde toutes les libertés actuelles de volume de location, etc. On n'y touche pas. Par contre, à partir du deuxième, si on possède par exemple plusieurs logements saisonniers, le premier, les règles ne changent pas. Par contre, si on veut en mettre un deuxième, en parallèle, on doit mettre un logement en location à l'année. Et après, voilà, si on veut en mettre un troisième pareil, ça va pouvoir à court terme déporter une partie des logements saisonniers à la location à l'année. On essaie de trouver un équilibre entre les besoins des locaux et voilà, et la location à l'année qui est aussi importante. Voilà, tout le monde voit le nombre d'annonces qui sont, des gens qui cherchent, les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont en grande difficulté. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde voit. Il suffit d'aller sur Facebook, etc. On le voit. Donc voilà, à mon sens, l'effort, on le répartit entre ce que peut faire le public dans l'état de la collectivité et ce que peut faire le privé. On essaie de répartir cet effort. Voilà. Je pense que dans l'esprit, on ne peut pas tout attendre du privé. Le privé ne peut pas résoudre tous les problèmes. Si je prends un exemple en métropole, on bénéficie du nucléaire sous l'impulsion du général de Gaulle qui a dit à un moment, mais on va construire plus d'une cinquantaine on va construire un nombre donné de centrales nucléaires. Et voilà, et on a mis tout en branle pour le faire, et jusqu'à présent, on en bénéficie. Ça n'a pas été une impulsion du privé, c'était une impulsion publique. Et même ici, par la péréquation, on bénéficie aussi du nucléaire français. Je veux dire par là, la politique, c'est aussi une impulsion du public pour résoudre des problèmes. Le privé peut faire sa part, mais selon moi, le public est aussi en capacité de proposer et de diriger l'architecture. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, il y a aussi une question, c'est dans l'idée de faire par exemple, sur la question des villas. Selon moi, il faut réfléchir à une taille maximale, on va dire, je sais pas, 150 mètres carrés, 200, je sais pas. Il faut concerter, réfléchir à une taille qui permette d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Si on va vers des plus petites habitations, des plus petites villas de location, il y en a quand même déjà beaucoup sur le marché, mais voilà, l'activité économique fait qu'il y en aura certainement d'autres. Si on réduit la taille, globalement, on réduit les nuisances aussi. Donc forcément, c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une villa de 350 mètres carrés, si on fait une maison de 150, forcément, les nuisances sont réduites et concrètement, c'est éventuellement de BRH, moins de mouvements sur un chantier,
Donc aussi, ça bénéficie aux visiteurs qui vont être moins impactés par tout ça, si on fait plus petit, in fine. Donc, ça me semble être quelque chose d'intéressant de penser, disons, voilà, il y a une qualité d'accueil, mais donc, on peut l'expliquer aussi aux gens qui viennent. On peut leur dire, nous on est une petite île, on souhaite vous accueillir dans les bonnes conditions, on a des problématiques, voilà, les logements, on va attendre à les réduire en taille. Il faut une réflexion, il faut être créatif à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des solutions. Et puis il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Après, qu'est-ce qu'on peut dire autrement sinon? Alors, ce que je dirais pour finir, c'est que Bruno Magras nous laisse en héritage une dynamique économique qui est une bonne dynamique économique. Et à mon sens, la difficulté, c'est d'effectuer des transformations, des changements du modèle social, et c'est de créer de changer certaines choses sans casser cette dynamique économique qui est une belle dynamique, qui bénéficie à tout le monde, hein, qui donne du travail, etc. Donc c'est là où il y a une sorte où la difficulté réside, changer sans casser la dynamique économique. Comment on va faire ça? Comment on va mettre ça en œuvre? Ben, c'est là où il faut être créatif, il faut de la réflexion. Mais je pense que collectivement, on a le potentiel pour faire ça, il n'y a pas de raison. Voilà, on s'appuie sur tout ce qui a été fait, sur l'image de l'île. On a quand même un capital. Ben, Bruno Magras a travaillé pendant, et tous les gens qui l'ont accompagné, pendant 27 ans de mémoire pour Saint-Barthélemy. Donc collectivement, si on peut s'appuyer sur ça, et voilà, comme une base solide, et se projeter, que veulent les jeunes par exemple aussi, il faut qu'ils se positionnent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs envies, c'est comment ils voient l'évolution, comment ils voient l'habitat. Là, je vous donne ma pensée, je vous partage que ma vision, mais certainement d'autres personnes ont d'autres visions, pensent autre chose. Donc voilà, tout ça, c'est à débattre. Donc pour résumer, selon moi, ce qu'il faudrait faire, c'est 2 axes. L'axe du public, avec une mesure incitative. Si on n'a pas de droit à bâtir, on accorde du droit supplémentaire pour un logement qu'on s'engage à louer 10 ans à l'année, avec une procédure rapide. On met en place une structure, Saint-Barth Habitat, c'est une idée de nom, mais ça peut être autre chose, qui va être capitalisée, qui va, avec le droit de préemption qu'on aura étendu, pouvoir acquérir des terrains, passer y construire, morceler en petits espaces de 250-300 mètres carrés, y faire des petites habitations, les revendre sur dossier à des gens qui sont en demande, qui veulent se projeter, qui se projettent sur l'île. Ça va donner de la stabilité. Donc voilà, ça c'est le côté public, pour résumer. Et bien sûr, l'idée n'est pas ni de faire des HLM, ni de faire des logements sociaux. Ça, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose que je vois, là je parle pas de ça, je parle vraiment de logements créés dans l'idée d'un service public, revendu sur dossier à des gens, à des familles sur l'île. Et le côté privé, déporter une partie des logements saisonniers à l'année, avec le premier logement saisonnier, où les droits sont les mêmes que maintenant, voilà, dans les conditions de location, etc. Puis au deuxième, il faut en contrepartie mettre un logement à l'année, et ça, à dupliquer sur les prochains. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je pense que c'est bien d'exposer sa pensée, parce que ça enrichit le débat public, ça donne des arguments aux uns et aux autres. Et puis voilà, c'est quelque chose de positif. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai pas été trop long. Bonne journée à tout le monde et passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.